Le pouvoir du symbole. Margot Dubois traversait les couloirs du lycée Victor Hugo, la tête baissée, serrant son sac messager en cuir usé contre sa poitrine. Ses cheveux bruns tombaient comme un rideau autour de son visage, cachant le pendentif argenté complexe qui pendait à une fine chaîne autour de son cou. Elle était petite pour son âge, atteignant à peine les épaules de la plupart des élèves, avec des traits délicats qui la rendaient fragile et vulnérable. Son pull bleu marine, surdimensionné, portait un symbole brodé distinctif sur la poitrine, un ancien caractère chinois que la plupart des élèves ne pouvaient pas lire, entouré de délicates branches de cerisier que sa grand-mère avait cousues à la main. Le pull avait appartenu à son défunt grand-père, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais dont l'héritage vivait dans chaque fil du vêtement. Sa grand-mère le lui avait donné avant qu'elle ne déménage en France, avec des années d'entraînement que personne au lycée Victor Hugo ne soupçonnait. Mais Margot gardait cette partie de sa vie enfouie profondément, tout comme elle gardait la tête baissée dans les couloirs. « Tiens, revoilà l'étrangère bizarre », ricana Théo Martin alors qu'elle passait devant son casier. Il était le genre d'élève qui s'appropriait chaque pièce où il entrait. Grand, large d'épaules, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés, et un sourire capable de charmer les professeurs et d'intimider les camarades de classe à parts égales. Sa veste de sport ouverte révélait une chemise de marque qui coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe de Margot. À ses côtés se tenaient ses compagnons constants, Kevin Lemaire, dont les cheveux roux et le visage parsemé de taches de rousseur auraient pu paraître amicaux sans l'éclat cruel dans ses yeux verts, et Chloé Moreau, dont les cheveux blonds parfaitement lisses et les vêtements de marque faisaient d'elle la reine officieuse de la hiérarchie sociale du lycée Victor Hugo. Le rire de Chloé était aigu et tranchant, conçu pour rabaisser les autres. « Vous avez vu ce pull moche qu'elle porte tous les jours ?» chuchota Chloé, assez fort pour que la moitié du couloir l'entende. On dirait qu'elle essaie de faire de la publicité pour dire qu'elle n'a pas sa place ici. Les doigts de Margot se resserrèrent autour de la bandoulière de son sac, mais elle continua à marcher. Elle avait appris très tôt, depuis son arrivée au lycée Victor Hugo, que répondre ne faisait qu'empirer les choses. La meilleure stratégie était de devenir invisible, de se faufiler à travers la journée inaperçue et de rentrer chez elle où elle pouvait pratiquer ses katas dans le garage, à l'abri des regards indiscrets et des commentaires cruels. Madame Dubois, sa professeure de français, leva à peine les yeux lorsque Théo fit des avions en papier pendant le cours. Monsieur Leclerc, qui enseignait l'histoire, gloussa même lorsque Kevin fit des blagues sur les étudiants étrangers, même si Margot était née à Paris. Les adultes qui auraient dû la protéger semblaient exister dans un monde différent, un monde où les humiliations quotidiennes qu'elle endurait étaient invisibles. Pendant le déjeuner, Margot s'assit seule à une table d'angle à la cantine, grignotant sa boîte à bento faite maison pendant que les autres élèves se regroupaient dans leurs groupes sociaux. Elle pouvait entendre des bribes de conversation, des discussions sur le prochain bal de rentrée, des plaintes concernant le contrôle de chimie de vendredi, des projets pour des soirées du week-end auxquelles elle ne serait jamais invitée. « Et la japonaise !» La voix de Théo résonna dans la cantine comme un défi. « C'est quoi cette nourriture bizarre que tu manges? Des sushis pour le déjeuner ?» La cantine se tut alors que des dizaines de pères d'yeux se tournèrent vers la table de Margot. Ses joues brûlèrent d'embarras, mais elle garda les yeux fixés sur son riz et ses légumes. Ce n'était pas des sushis. C'était du simple riz avec des légumes marinés et un petit morceau de saumon grillé. Mais expliquer ne leur donnerait que plus de munitions. Peut-être qu'elle ne comprend pas le français, ajouta Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Devrions-nous parler plus lentement? Utiliser des mots plus simples? Kevin rit et commença à parler d'un ton exagéré et condescendant. Tu comprends? Nous? Les mains de Margot tremblèrent légèrement alors qu'elle fermait sa boîte à bento, mais elle resta silencieuse. À l'intérieur de sa poitrine, quelque chose brûlait d'une fureur silencieuse, mais elle la refoula comme sa grand-mère le lui avait appris. Le contrôle était primordial.
La discipline était la force. La violence était le dernier recours de ceux qui avaient épuisé toutes les autres options. Après l'école, elle se précipita vers la sortie, espérant éviter une autre confrontation. Mais en traversant le couloir principal, elle remarqua une foule rassemblée près de la vitrine à trophées. Au centre du groupe se tenait Sami Chen, un élève discret de son cours de chimie. L'apparence généralement soignée de Sami était ébouriffée, sa chemise déchirée et son visage rouge d'humiliation. « Allez, Chen !» disait Théo, sa voix remplie d'un faux encouragement. « Avoue que tu as triché au contrôle. Tout le monde sait que les types comme toi ne sont bons en maths et en sciences que parce que vous trichez. » Margot s'arrêta de marcher. Sami n'avait jamais triché à quoi que ce soit. Elle l'avait vu étudier à la bibliothèque tous les après-midi, travaillant plus dur que quiconque dans leur classe. Il était timide comme elle, une autre cible pour la cruauté de Théo, mais il était aussi gentil. Il l'avait aidé une fois à ramasser ses livres lorsqu'elle avait trébuché dans le couloir, et il ne s'était jamais joint aux autres lorsqu'il se moquait de son accent ou de ses vêtements. « Je n'ai pas triché », dit Sami doucement, sa voix à peine audible au-dessus des murmures de la foule. « J'ai étudié pendant des semaines. »« Bien sûr », rit Chloé. « Et je suis sûr que cette calculatrice sophistiquée que papa t'a achetée n'a rien à voir avec ta note parfaite. » Margot regarda les épaules de Sami s'affaisser en signe de défaite, et quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se serra. Elle savait exactement ce qu'il ressentait. Cette sensation écrasante d'être jugé et reconnu coupable, sans preuve, de voir chaque réussite remise en question et diminuée. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas intervenir. Pas encore, pas tant qu'elle ne serait pas prête. Ce soir-là, dans le garage de sa grand-mère, Margot pratiqua ses katas avec plus d'intensité que d'habitude. Chaque mouvement s'enchaînait au suivant comme de l'eau, mais sous la surface gracieuse se cachait une puissance dévastatrice. Le style de son grand-père était le karaté Shotokan traditionnel, transmis de génération en génération dans leur famille. Mais sa grand-mère avait ajouté ses propres modifications, des techniques qui mettaient l'accent sur la vitesse et la précision plutôt que sur la force brute. « Tu ne dois jamais utiliser ces compétences pour te venger », l'avait prévenu sa grand-mère pendant leur séance d'entraînement. « Seulement pour te protéger, seulement quand il n'y a pas d'autre choix. » Mais que se passait-il lorsque la protection signifiait défendre les autres? Que se passait-il lorsque le silence devenait complicité? Le lendemain matin apporta une nouvelle humiliation. Alors que Margot s'approchait de son casier, elle trouva une note manuscrite scotchée à la porte en métal. De l'écriture distinctive de Chloé, on pouvait lire « Les étrangères n'ont pas leur place dans les écoles françaises. Retourne chez toi. » La chaleur monta aux joues de Margot alors qu'elle froissait la note et la fourrait dans son sac. Autour d'elle, les autres élèves faisaient semblant de ne pas remarquer, mais elle pouvait sentir leurs yeux sur son dos comme un poids physique. Certains détournèrent le regard, embarrassés. D'autres regardaient avec la curiosité morbide des gens observant un accident de voiture. Pendant le cours de biologie de 3e heure, les choses s'aggravèrent encore. Monsieur Dupont avait attribué des partenaires de laboratoire pour un projet de dissection et par une cruelle coïncidence, Margot se retrouva associée à Kevin Lemaire. Alors qu'il travaillait sur leur spécimen, il fit mine de se pincer le nez. « Tu sens toujours cette nourriture bizarre que tu manges ?» demanda-t-il assez fort pour que les tables voisines entendent. « On dirait du poisson et du riz et, je ne sais pas, de la tristesse. » Plusieurs élèves ricanèrent et les mains de Margot s'immobilisèrent au-dessus de leurs feuilles de travail communes. Elle pouvait sentir son contrôle soigneusement maintenu commencer à se fissurer, comme de la glace, formant des micro-fissures sous la pression. « Je dis juste, » continua Kevin, encouragé par l'attention, « peut-être que tu pourrais essayer de manger de la nourriture normale, comme des hamburgers ou des pizzas, tu sais, de la nourriture française. »« Je suis française, » dit Margot doucement, ses premiers mots de défense depuis des semaines. « Bien sûr, » rit Kevin, « et moi je suis le président de la République. » Le point de rupture survint 2 jours plus tard, pendant la pause déjeuner.
Margot était assise à sa table d'angle habituelle lorsqu'elle remarqua Sami Chen s'approcher, portant son plateau avec une nervosité évidente. Il jeta un coup d'œil autour de la cantine comme s'il cherchait des prédateurs, puis s'assit en face d'elle. « Est-ce que je peux m'asseoir ici ?» demanda-t-il doucement. Margot acquiesça, surprise, plus heureuse d'avoir de la compagnie. Ils mangèrent dans un silence confortable pendant plusieurs minutes, deux marginaux trouvant de la solidarité dans leur isolement partagé. « Je voulais te remercier, » dit Sami soudain. « Pourquoi faire ? Pour ne pas avoir ri. L'autre jour, quand il disait... » Il fit un geste vague vers le centre de la cantine où Théo tenait court. « Quand il disait ces choses sur ma tricherie, tu étais la seule à ne pas rire. » Avant que Margot ne puisse répondre, une ombre se projeta sur leur table. Théo Martin se tenait derrière Sami, flanqué de Chloé et Kevin, affichant son sourire narquois habituel. « Tiens, tiens !» dit Théo, sa voix portant ce ton de fausse amitié qui précédait toujours la cruauté. « Regardez qui a trouvé un ami, les deux bizarres assis ensemble, comme c'est mignon. » Le visage de Sami devint rouge, mais il ne bougea pas de sa chaise. Margot ressentit une vague de respect pour son courage tranquille. « En fait, » dit Chloé, les yeux fixés sur le pull de Margot, « je me demandais ce que ce truc moche qu'elle porte tous les jours était censé signifier. » « Ça dit probablement « loser » en chinois, suggéra Kevin. « C'est du japonais, » dit Margot doucement, sa voix ferme malgré la tempête qui se préparait dans sa poitrine. « Oh, elle parle » rit Théo. « Alors, qu'est-ce que ça veut dire alors ? S'il vous plaît, moquez-vous de moi, je n'ai pas ma place ici. » Les doigts de Margot se dirigèrent instinctivement vers le symbole brodé sur sa poitrine. Le caractère signifiait « courage » en japonais, cousu là par les mains patientes de sa grand-mère comme un rappel de la force qui coulait dans le sang de leur famille. Les fleurs de cerisier représentaient la beauté et la fragilité de la vie, les cycles de croissance et de renouveau auxquels son grand-père avait consacré sa vie à protéger. « Ça veut dire courage », dit-elle, sa voix devenant plus forte. Chloé rit, un son comme du verre brisé. « Courage ?» C'est fort de café, venant de quelqu'un qui ne s'est jamais défendu de sa vie. « Peut-être qu'on devrait tester ce courage ?» dit Théo, tendant la main vers le pull de Margot. « Voyons voir à quel point tu es vraiment courageuse. » Ses doigts saisirent le bord de sa manche et quelque chose à l'intérieur de Margot explosa. « Ne, touche, passage à, Monday Pool. » Les mots sortirent comme un grognement. Bas et dangereux, complètement différent de sa voix tranquille habituelle. Théo s'arrêta, surpris par la transformation, mais sa prise ne se relâcha pas. « Qu'est-ce que tu vas faire, l'étrangère ? Ton grand-père n'est pas là pour te protéger. » C'était son erreur. Au moment où il mentionna son grand-père, chaque leçon que sa grand-mère lui avait enseignée sur la retenue et le contrôle s'évapora comme la brume matinale. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait de l'homme dont la mémoire vivait dans chaque fil du pull, dont l'héritage de protection des autres qu'elle portait dans son sang. La main de Margot bougea plus vite que quiconque ne pouvait la suivre, ses doigts se refermant autour du poignet de Théo, dans une prise qui le fit haleter de douleur soudaine. Des années d'entraînement avaient donné à ses mains la force de câble d'acier et elle appliqua juste assez de pression pour que son message soit clair. « Lâche mon pull » dit-elle, sa voix mortellement calme. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» commença Théo, mais ses mots s'arrêtèrent lorsque la prise de Margot se resserra. Son visage devint pâle lorsqu'il réalisa qu'il ne pouvait pas se libérer. J'ai dit lâche. La cantine s'était tue autour d'eux, des dizaines d'élèves regardant avec choc la minuscule Margot Dubois affronter le plus grand tyran du lycée. Chloé et Kevin restèrent figés, ne sachant pas comment traiter ce qu'ils voyaient. Théo lâcha son pull et essaya de se retirer, mais Margot tint son poignet pendant un battement de cœur de plus, le laissant sentir à quel point il était dépassé. Puis elle le relâcha et se leva de sa chaise, son mouvement fluide et contrôlé. « Reste loin de moi », dit-elle clairement.
Reste loin de Samy et ne touche plus jamais à mon pull. » Théo se frotta le poignet, le visage rouge d'embarras et de rage. « Tu te crois forte maintenant? Ce n'est pas fini, la folle. »« Si, » dit Margot, sa voix portant la certitude tranquille de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa force. « C'est fini. » Mais elle avait tort. Ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Le lendemain matin, Margot arriva à l'école pour trouver son casier décoré de dessins grossiers et de messages haineux. Quelqu'un avait déchiré des pages d'une bande dessinée manga et les avait scotchées à la porte en métal avec les mots « Retourne au pays des dessins animés » gribouillés dessus au marqueur noir. Alors qu'elle nettoyait le désordre de son casier, les autres élèves regardaient à distance. Certains avaient l'air honteux, d'autres curieux, mais aucun ne s'approcha pour l'aider. La ligne invisible qui la séparait du reste du lycée Victor Hugo était devenue plus prononcée que jamais. Pendant l'assemblée du matin, le proviseur Durand annonça les activités de la semaine de l'esprit d'école à venir, y compris une démonstration d'arts martiaux par le club de karaté de l'école. Margot écouta à moitié attentivement jusqu'à ce qu'elle entende la voix de Théo derrière elle. « Je parie que l'étrangère pense qu'elle connaît le karaté », chuchota-t-il à ses amis, juste assez fort pour qu'elle l'entende. « Peut-être qu'on devrait l'inscrire à la démonstration, que tout le monde voit à quel point elle est pathétique. » Cet après-midi-là, alors que Margot se dirigeait vers le parking, elle trouva son chemin bloqué par ses 3 bourreaux. Ils avaient choisi leur emplacement avec soin, derrière le gymnase, hors de vue des professeurs et de la plupart des élèves. « Il faut qu'on ait une conversation, » dit Théo, son embarras antérieur remplacé par une froide colère. « À propos de ce qui s'est passé à la cantine. »« Il n'y a rien à discuter, » répondit Margot, mais elle pouvait sentir la tension familière se construire dans ses muscles. « Oh, je pense qu'il y en a, » dit Chloé, sortant son téléphone. « Tu vois, on a réfléchi à ton petit numéro de fille dure hier et on a décidé que ce serait amusant de le filmer cette fois. » Kevin se déplaça pour la flanquer sur la gauche, tandis que Chloé se positionnait pour obtenir le meilleur angle de caméra. Margot réalisa qu'ils avaient planifié cette confrontation avec soin, choisissant un endroit où ils pouvaient la coincer sans témoin. « Voici ce qui va se passer, » continua Théo, sa voix prenant ce ton condescendant qu'elle avait appris à détester. « Tu vas t'excuser de m'avoir embarrassé hier. Ensuite, tu vas enlever ce pull moche et le jeter à la poubelle, où il a sa place. Et si on se sent généreux, » ajouta Chloé, « on ne publiera peut-être pas la vidéo de toi en train de pleurer et de supplier pardon. » Margot les regarda chacun à son tour, mesurant les distances et les angles comme sa grand-mère le lui avait appris. 3 adversaires, tous plus grands qu'elle, positionnés pour couper ses voies d'évacuation. Mais ils avaient commis plusieurs erreurs cruciales. Premièrement, ils l'avaient complètement sous-estimée, la considérant comme rien de plus qu'une victime à intimider. Deuxièmement, ils avaient choisi d'attaquer la seule chose au monde qui comptait plus pour elle que sa propre sécurité. Et troisièmement, ils s'étaient enfermés dans un espace clos avec quelqu'un qui avait été entraîné depuis l'enfance à combattre plusieurs adversaires. « J'attends, » dit Théo, s'approchant. « Enlève le pull. » Au lieu de reculer, Margot fit quelque chose que personne n'attendait d'elle. Elle sourit. Ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire de quelqu'un à qui on avait enfin donné la permission de cesser de se retenir. « Vous voulez mon pull ?» demanda-t-elle, sa voix portant une nouvelle note de confiance. « Venez le prendre !» Théo se jeta en avant, ses mains se dirigeant vers le précieux vêtement. Mais là où ses doigts s'attendaient à trouver du tissu, ils ne trouvèrent que de l'air vide. Margot s'était écartée avec une grâce liquide, son corps coulant comme de l'eau autour de son attaque maladroite. Avant qu'il ne puisse retrouver son équilibre, son coude se connecta à son plexus solaire, chassant l'air de ses poumons dans une expiration aiguë. Alors qu'il se pliait en deux, haletant, son genou remonta pour rencontrer son visage descendant avec une précision chirurgicale. Le craquement du cartilage brisé résonna contre les murs du gymnase. Kevin se précipita vers elle depuis la gauche, ses poings se balançant sauvagement, mais Margot avait déjà déplacé son poids et sa position.
Elle attrapa son bras principal, utilisa son propre élan contre lui et l'envoya culbuter par-dessus sa hanche pour s'écraser contre le mur de béton derrière elle. Chloé cria et laissa tomber son téléphone, l'appareil cliquetant sur l'asphalte, alors qu'elle réalisait que ses amis étaient en train d'être démantelés par quelqu'un qui faisait le tiers de leur taille. « Arrêtez !» cria Chloé. « Vous êtes fous !» Mais Margot n'écoutait pas. Des années de colère et d'humiliation refoulées avaient trouvé leur exutoire, canalisées à travers des techniques transmises de génération en génération dans sa famille. Chaque mouvement était précis, contrôlé, conçu pour neutraliser les menaces sans causer de dommages permanents. Théo lutta pour se relever, du sang coulant de son nez cassé, ses yeux grands ouverts de choc et de peur. Ce n'était pas ainsi que la confrontation était censée se dérouler. Il était plus grand, plus fort, avait 2 amis pour l'aider. Comment cette minuscule fille pouvait-elle les faire passer pour des amateurs? « Espèce de folle !» grogna-t-il, chargeant à nouveau sur elle. « Je vais te tuer !» Cette fois, Margot ne s'écarta pas. Au lieu de cela, elle entra dans son attaque, ses mains se déplaçant selon un motif complexe qui redirigea sa force et l'envoya tournoyer au sol. Avant qu'il ne puisse se relever, son pied se pressa contre sa gorge, appliquant juste assez de pression pour rendre la respiration difficile. « Tu ne toucheras plus jamais à mon pull, » dit-elle, sa voix calme malgré la fureur dans ses yeux. « Tu ne m'insulteras plus jamais. Tu ne feras plus jamais de mal à Samy ou à tout autre élève qui ne peut pas se défendre. » Kevin gémit et essaya de se redresser. Mais la main libre de Margot fit un geste dans sa direction et il se figea, reconnaissant la promesse de plus de douleur s'il bougeait. « Je pourrais en finir, » continua Margot, son pied maintenant sa pression sur la gorge de Théo. « Tout de suite, avec très peu d'efforts, je pourrais m'assurer que tu n'intimides plus jamais personne. » Les yeux de Théo s'écarquillèrent de terreur lorsqu'il réalisa qu'elle ne bluffait pas. Quoi qu'il ait réveillé chez la tranquille Margot Dubois, c'était bien plus dangereux qu'il ne l'avait jamais imaginé. « Mais je ne le ferai pas, » dit-elle, reculant et lui permettant de respirer librement. « Parce que je ne suis pas comme toi. Je ne fais pas de mal aux gens qui ne peuvent pas se défendre. » Elle baissa les yeux sur eux 3, Théo serrant son nez cassé, Kevin affalé contre le mur, Chloé se cachant près de la poubelle. « Ça se termine maintenant, » dit Margot. « Tout ça. Les insultes, le harcèlement, la cruauté. Parce que si ça ne se termine pas, si vous vous approchez à nouveau de moi ou de mes amis, je vais vous montrer à quoi ressemble un vrai combat. » Alors qu'elle s'éloignait, le pull de son grand-père intact et sa dignité intacte, elle entendit Chloé chuchoter frénétiquement dans son téléphone, appelant à l'aide. Mais Margot ne ressentit aucune crainte des conséquences. Pour la première fois depuis son arrivée au lycée Victor Hugo, elle se sentit vraiment libre. La nouvelle de la confrontation se répandit dans l'école, comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, tout le monde savait que la tranquille Margot Dubois avait à elle seule vaincu 3 des tyrans les plus redoutés du lycée Victor Hugo. L'histoire grandissait à chaque récit, mais la vérité fondamentale restait. La fille qu'ils avaient renvoyée comme faible et étrangère s'était avérée être tout sauf cela. Samy Chen la trouva au déjeuner, assise à leur table d'angle habituelle, avec sa boîte à bento faite maison. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit-il doucement en s'asseyant. « Merci. Pourquoi faire ? Pour t'être levé, pour nous tous. » D'autres élèves commencèrent à s'approcher de leur table tout au long de la semaine. Des enfants discrets qui avaient été intimidés, des élèves négligés qui n'avaient jamais trouvé leur voie, même certains membres du groupe populaire qui en avaient assez du règne de terreur de Théo. Théo lui-même revint à l'école 3 jours plus tard, avec un nez bandé et une attitude sensiblement différente. Il ne se pavanait plus dans les couloirs, comme s'il les possédait. Sa voix avait perdu son tranchant cruel, et chaque fois qu'il voyait Margot, il trouvait rapidement un autre endroit où être. Le vendredi après-midi, alors que Margot se dirigeait vers la sortie, elle remarqua un groupe d'élèves rassemblés autour de la feuille d'inscription à la démonstration d'arts martiaux. À sa grande surprise, son nom avait été ajouté à la liste, écrit de l'écriture soignée de Samy.
Je me suis dit que tu pourrais avoir envie de montrer à tout le monde à quoi ressemblent les vrais arts martiaux, expliqua-t-il lorsqu'elle le trouva à son casier. Pas les trucs de cinéma, la vraie chose. Margot considéra l'idée. Pendant des années, elle avait caché ses capacités, gardé le secret de l'héritage de son grand-père par honte et par peur. Mais peut-être qu'il était temps d'arrêter de se cacher. Peut-être qu'il était temps d'honorer le courage qui vivait dans chaque fil de son pull. « D'accord, » dit-elle, se surprenant elle-même avec la décision. « Je vais le faire. » La démonstration eut lieu la semaine suivante, devant toute l'école. Alors que Margot entrait sur le sol du gymnase portant le pull bleu marine de son grand-père, elle pouvait sentir des centaines de pères d'yeux la regarder. Mais pour la première fois, l'attention ne lui donnait pas envie de disparaître. Elle commença par des katas de base, ses mouvements coulant comme de la poésie en mouvement. Chaque technique était précise, contrôlée, belle dans son efficacité mortelle. Le gymnase se tut alors que les élèves réalisaient qu'ils regardaient quelque chose d'extraordinaire. Quand elle eut terminé, les applaudissements furent tonitruants. Mais plus important que la reconnaissance était le regard de compréhension dans les yeux de ses camarades de classe. Ils la voyaient enfin, non pas comme une victime à plaindre ou une étrangère à craindre, mais comme quelqu'un qui méritait le respect. Plus tard, alors qu'elle quittait le gymnase, elle trouva Théo qui l'attendait près de la sortie. Pendant un instant, elle se tendit, se préparant à une autre confrontation. Mais au lieu de la colère, elle vit quelque chose d'inattendu dans ses yeux. La honte. « Je suis désolé », dit-il doucement, les mots sortant rugueux et réticents. « Pour tout, j'avais tort. » Margot étudia son visage, cherchant des signes de tromperie ou de manipulation. Mais elle ne vit que des remords sincères, du genre qui vient du fait d'avoir son point de vue sur le monde complètement brisé. « Excuses acceptées », dit-elle finalement, « mais que ça ne se reproduise plus. » Alors qu'elle rentrait chez elle cet après-midi-là, le pull de son grand-père la réchauffant contre la fraîcheur de l'automne, Margot réfléchit à tout ce qui avait changé. Elle avait appris que parfois se défendre signifiait plus que simplement protéger sa propre dignité. Parfois, cela signifiait protéger les autres qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Parfois, cela signifiait honorer l'héritage de ceux qui l'avaient précédé. Le caractère brodé sur sa poitrine attrapa le soleil de fin d'après-midi, sa signification plus claire maintenant que jamais auparavant. Le courage ne consistait pas seulement à avoir de la force. Il s'agissait de savoir quand utiliser cette force et quand faire preuve de miséricorde. Il s'agissait de se lever sans devenir ce contre quoi on se levait. Le lycée Victor Hugo ne serait plus jamais le même, et elle non plus.